Euh, à peine commencé. Bah, que nous sommes en guerre. Nous sommes en... Peut-être il faut que je montre les notifications, dans quelle situation elles se trouvent. Nous sommes en guerre. Et les gens sont protégés par la quantité de cœurs qu'on met. Nous sommes en guerre et ces gens ne veulent pas nous laisser nous exprimer. Regardez, à peine je lance un live qu'on veut déjà couper. Pourquoi? Parce que les premières personnes à se connecter dans mon live, même si je ne l'ai pas annoncé, ce sont ces sardinards. Ils se connectent juste pour signaler, pour que le live soit supprimé et me décourager. Nous avons un réel problème du côté du combat. Un vrai problème, nous l'avons. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut répéter la même chose chaque jour, ça devient fatigant. On n'est pas obligé de faire ce qu'on fait. On n'est pas du tout obligé. Je peux me tourner, passer à autre chose, c'est ce que les gens là veulent. Faire autre chose, c'est ce qu'ils veulent. Je suis aujourd'hui à une dizaine de profils, à une dizaine de profils. Que j'achète un numéro, que je crée une adresse email pour pouvoir créer un compte Facebook pour me permettre de gérer mes pages. Mes pages aussi qui sont attaquées tous les jours. Mes pages Facebook. Donc, quand vous vous connectez en direct comme ça, c'est comme si vous êtes juste en train de me regarder. Vous permettez à ces gens de détruire nos pages. Mon compte TikTok ici, quand je postais une vidéo, la vidéo voyageait, ça partait partout. Aujourd'hui, je poste une vidéo. La vidéo reste là, ça me regarde. Tu postes une vidéo, tu reviens 2 heures de temps après, tu as envie de poster une autre vidéo, tu vois, la vidéo que tu as postée il y a 2 heures de temps, 72 personnes seulement l'ont vue.
sur plus de 90 000 abonnés. C'est parce que le compte est sauvagement signalé. Attendez. TikTok. J'ai même capturé le truc là, c'est certainement dans le téléphone c'est que j'ai capturé ça. Ce que ces gens sont en train de faire avec nos pages, c'est abuser. Avec nos pages Facebook, nos comptes TikTok, j'ai dit c'est abuser. Et c'est parce qu'en face, on ne répond pas. Le négatif ne peut pas prendre le dessus sur le positif. Ce n'est pas normal quand même. Parce que pour signaler, ça prend beaucoup de temps. Mais mettre les cœurs, ça ne prend rien. Et les gars ne peuvent pas faire 1000 signalements. Mais vous pouvez faire 1 million de cœurs. Parce que mettre les cœurs, ça ne coûte absolument rien. Donc, des gens minoritaires qui font du négativisme ne peuvent pas venir nous dominer. À peine je lance un live, le live est déjà en train de se couper. Vous n'avez pas vu? Soyons vraiment réactifs, les gars. Moi, je n'annonce plus les lives parce que je me dis que quand j'annonce, à chaque fois, ils sont là. Ils sont les premiers, ils sont toujours les premiers à se connecter. D'ailleurs, vous avez vu, dans toutes leurs bêtises qu'ils sont en train de faire, ils nous citent, ils citent nos familles, ils s'arrangent, ils créent des groupes WhatsApp où ils doivent s'arranger pour signaler nos pages et consorts. Vous avez tous vu ça. Les gars s'organisent, ils créent des groupes WhatsApp où il y a les 300 personnes juste pour signaler nos pages. C'est parce que ce qu'on fait dérange. Et s'il n'y a pas de soutien dans ce qu'on fait, ça ne vaut pas la peine de le faire. On dirait que quand je dis que mettez les cœurs, c'est comme si je demande de l'argent. Ça ne prend pas l'argent, les gars. Même partager la vidéo, ça ne prend pas l'argent. Mais vous avez un problème sur TikTok. Même partager, ça ne prend pas l'argent. C'est pour protéger et diffuser le message, les gars. Nous sommes dans une guerre. On veut le changement au Cameroun. Il faut passer le bon message. Même les débats, ce n'est pas le moment des débats. Je vous ai dit ça l'autre jour dans ma vidéo, mais comme les Camerounais sont tous des habitous, chacun fait ce qu'il veut. Mais au moins, on vous a dit, ce n'est pas le moment des débats. Il faut passer un message. Il faut montrer aux Camerounais à qui nous nous adressons que nous sommes concentrés. Nous sommes concentrés. Parce que dans des moments comme ça, c'est la guerre de la communication. On vous avait dit ici que Vision 4 et tous ceux qui travaillent à Vision 4, c'est l'argent du contribuable que le pouvoir a mis en exergue pour faire la propagande du régime. C'est avec votre argent. Les lignes 65, 94 et consorts. C'est ça qu'on a utilisé pour mettre Amougou Belinga devant. Le faire créer une télévision et consorts. Dans le but de nous contrer. Et aujourd'hui, les gars ne se cachent plus. Ils s'assument tous. Ils s'assument. Ne pensez pas qu'ils ont déjà eu un problème entre eux, non. Les Ernest Obama, les Bruno Bidjan, les Christophe Bia et consorts, tous ces petits feignants-là, ils sont là pour un seul but. Et l'audience que vous voyez qu'ils ont, c'est l'argent du contribuable. Parce qu'avec le contribuable, les gars payent les informaticiens qui boostent leur page. C'est l'argent du contribuable. Parce que qu'est-ce que ces gars disent de bon pour avoir autant d'abonnés? Rien. C'est qu'on booste leur page régulièrement. Dans le but de nous contrer. Et ils font ça avec l'argent du contribuable. Je vous avais expliqué ça ici. Quand Bruno Bidjan avait été arrêté avec Amougou Belinga dans l'affaire Martinez-Zogo, je vous avais dit qu'ils veulent libérer Bruno Bidjan pour que Bruno Bidjan aille continuer le sale boulot. Bruno Bidjan a été libéré. Je vous ai dit quand il a été libéré que le deal de la libération de Bruno Bidjan, c'est qu'il doit se donner à 500% pour faire la propagande du régime et protéger l'intérêt du clan qui est au pouvoir. Et aujourd'hui, vous tous, vous constatez, personne d'entre eux n'a de diplôme de journaliste. Ernest Obama, Christophe Bia, Bruno Bidjan, personne, ce sont des médiocres. Mais vous les voyez, patrons de télévision.
Des journalistes qui ont mis dans la poubelle le code d'éthique et déontologique journalistique. Et les gars s'assument. Vous voyez le Conseil national de la communication, le CNC, qui ne dit rien dans leur dérive. Quand quelqu'un comme Bidjan s'assoit, il dit que Paul Biya, c'est leur patriarche, c'est leur chef, et ils vont le défendre jusqu'au bout. Ce n'est pas une affaire de la République ou de la nation camerounaise, c'est devenu une affaire de chef du village. Et ils vous disent qu'ils vont utiliser tous les moyens possibles pour défendre Paul Biya, parce que c'est leur patriarche, et d'ailleurs c'est le seul qui leur reste. Des gens font ce genre de communication. Le Conseil national de la communication ne les sanctionne pas. Ça ne vous dit rien. Les gars mettent l'argent du contribuable en jeu pour faire la propagande du régime. Nous sommes en guerre et chacun doit se mobiliser comme il faut. Ce sont eux qui annoncent qu'on va arrêter les influenceurs qui n'ont pas supporté Paul Biya, on va menacer les Camerounais, on va augmenter les impôts, vous allez désormais payer dans ce pays, on va voir. Ils menacent ouvertement les Camerounais. Le Conseil national de la communication ne dit rien. Mais pour peu que d'autres médias étrangers, n'est-ce pas, traitent l'information en toute impartialité, en dénonçant la fraude visible que nous tous on a vue. Vous avez des gens du RDPC qui ont avoué avoir falsifié 177 PV. Vous savez ce que 177 PV ça signifie? Imaginez que dans chaque bureau de vote, je vous prends la moitié de ce qui est normalement dans les bureaux de vote, 250 personnes par bureau de vote. Faites ça fois 177. Et quand les gars falsifient les PV, ils mettent le maximum possible, c'est-à-dire que si un bureau de vote c'est 500 personnes, ils ont mis toutes les 500 personnes en faveur de Biya. Faites ça fois 177. Vous voulez qu'on calcule ensemble? Calculons ensemble, parce que vous croyez qu'on est en train de jouer, ces gens ne jouent pas. C'est un cartel, c'est un gang de malfrats qui a confisqué le pays. Donc, 500 fois 177. 88 500. Il a avoué avoir pris 30 millions. 30 millions pour falsifier 177 PV. Ça fait 88 500 voix qu'ils ont données à Paul Biya. Il a été pris la main dans le sac. Il a avoué. On l'a filmé, il a avoué. Mais la commission générale de recensement de vote a décidé d'intégrer ces 177 PV falsifiés quand même. Là où vous voyez là, hein, c'est une guerre entre le peuple camerounais et ceux qui dirigent. Une guerre entre l'oligarchie et le prolétariat. Ce n'est pas une affaire d'ego. Ce n'est pas une affaire de personnes. C'est notre nation qui est prise en otage par des individus qui n'ont, c'est-à-dire qui n'ont aucun sentiment vis-à-vis de la population camerounaise. Aucun sentiment, ils n'ont. Je vais commencer, je vais aller pas à pas, parce que il faut vous expliquer qu'il ne s'agit pas ici de Issa Tiroma. Parce que dans leur infantilisation constante vis-à-vis du peuple camerounais, ils veulent en même temps vous démontrer que quand vous vous battez, c'est pour un individu, ce n'est pas pour vous. C'est un narratif qu'on trouve très bien dans tous les bouquins de manipulation qui expliquent comment manipuler un peuple. Quand vous entendez, vous dites à chaque fois, vous envoyez les enfants des gens dans les rues. Une manière d'infantiliser le peuple camerounais en disant que le peuple camerounais n'est pas assez mature pour prendre ses décisions. Et donc, il faut des gens qui vont les tromper en les envoyant dans les rues. Comme si vous voyez les papas, tous ces jeunes-là, ces gars, tous les gars qui ont décidé de sortir manifester là, ils ont besoin qu'on les envoie. C'est-à-dire ce sont des enfants, ils n'ont pas de cerveau, ils ne réfléchissent pas, ils ne peuvent pas se mettre là et dire que bon, mes conditions de vie ne changent pas depuis 43 ans, il faut que je fasse quelque chose. Non, comme le régime Biya
a toujours l'habitude de considérer les Camerounais comme les moins que rien, ils vont toujours utiliser ce narratif. Vous envoyez les enfants des gens dans la rue. Vous trompez les gens. Donc, on trompe facilement le Camerounais comme ça. Je croyais que le Camerounais était un homme intelligent. Donc, le Camerounais qui veut manifester contre la fraude, contre le vol, n'a pas la capacité de réfléchir et de prendre une décision. Il faut qu'il y ait des gens comme nous là qui les envoient dans les rues. Et ensuite, on leur dit qu'on les envoie dans les rues pour qu'ils meurent. On a posé une question fondamentale, une question simple. Qui tue? Depuis quand sortir dans les rues, c'est mourir? Tous les jours, vous sortez, vous marchez dans la rue, non? Vous vaquez à vos occupations. Tous les jours. Depuis quand c'est devenu un crime de sortir dans les rues? Depuis quand? En même pas 2 jours de manifestation. En même pas 2 jours de manifestation. Je dis bien même pas 2 jours. Ils ont déployé l'armée. Ils ont déployé l'armée pour mater les populations. Alors qu'on dépense des milliards pour acheter du matériel anti-émeute, pour équiper la police. Parce que c'est la police qui fait le maintien de l'ordre. La gendarmerie peut venir en soutien, mais c'est la police qui est formée pour le maintien de l'ordre. Les policiers sont considérés un peu comme des fonctionnaires. Ça n'a strictement rien à voir parce que les gendarmes, ce sont des militaires. Ce sont des militaires, les gendarmes. Les militaires, vous connaissez déjà, ce sont des militaires. On ne peut pas déployer toutes les forces d'élite jusqu'à déployer, parce que je vous entends souvent parler du BIR comme étant la force d'élite au Cameroun. Je vous dis, vous le dites peut-être de bonne foi, mais vous vous trompez. Parce que l'ultime force d'élite au Cameroun, c'est le BETAP, le bataillon des troupes aéroportées. Les militaires qui portent le béret rouge, les parachutistes. C'est le BETAP, c'est-à-dire on les envoie en zone très chaude et ils n'arrivent pas à les airs. Ce sont même eux qui forment même le BIR. C'est l'unité d'élite absolue au Cameroun, le BETAP. En même pas 2 jours de manifestation, on déploie le BETAP sur le terrain. Même pas 2 jours de manifestation. Vous comprenez à quel point ces gars sont cruels. Et que pour eux, le peuple camerounais est leur ennemi. Ils vous parlent de paix tous les jours. Alors que ce sont eux qui vous imposent la tranquillité par la force. Si on veut se mettre à décortiquer cette histoire, qui menace la paix sociale au Cameroun? Qui menace la paix au Cameroun? Je vais vous prendre un exemple, parce que je sais que vous connaissez un peu le jeu de cartes. Vous allez jouer à un jeu de cartes où le Katika, qui organise le jeu, est complice avec votre adversaire. Vous êtes en train de gagner. Les cartes que vous avez en main vous permettent de gagner. Genre, si on partage 5 ou 4 cartes, tu as 4, 10. Normalement, tu as gagné. C'est un exemple que je prends. Sauf que ton adversaire se retrouve avec une carte qui se limite normalement à 4, mais il a 5. C'est-à-dire qu'il a un 10 en plus dans ses cartes. Par tricherie, on lui a donné un 10 pour contrer ton dernier 10. Donc, le Katika est complice avec ton adversaire pour tricher. Et quand tu déposes ta dernière carte en sachant que tu as gagné, il te sort une carte qui vient dominer la tienne. C'est là où tu t'exprimes, tu dis, mais
Comment ça se fait qu'il y a 5-10 dans un jeu de cartes où normalement chaque carte, c'est seulement 4 exemplaires? 2 rouges, 2 noirs. Il sort le 5e 10 où? Et à ce moment-là, quand tu veux revendiquer, le Katika et tous les complices avec l'adversaire te disent, gars, laisse, la paix est bien. On veut la paix, on ne veut pas la bagarre dans notre tatami. On veut la paix, calme-toi, c'est rien. Prépare-toi pour la prochaine partie. Tu as perdu, c'est pas grave, tu as perdu. Tout le monde voit la tricherie. Chat, tout le monde voit que ton adversaire a triché. Il a triché sans scrupule. Le Katika ne veut même pas expliquer comment ça se fait que dans le jeu de cartes, il y a jusqu'à 5, 10, alors que c'est censé être 4. Hein? Tu ne peux pas revendiquer parce que dès que tu veux essayer de revendiquer, le Katika sort les gros bras. Il sort les gros bras pour te menacer, pour t'intimider en disant que non, fais la paix, on veut la paix, on veut la paix, calme-toi, pars, ou bien regarde comment les autres jouent, ou bien fais tout mais calme-toi, on veut la paix. C'est ça là, en réalité, une figure qui explique terre à terre la situation du Cameroun aujourd'hui. On va à une élection. Il y a plusieurs témoignages des personnes qui sont des acteurs dans cette élection, qui ont vécu des situations dans les bureaux de vote où la zone qu'ils contrôlaient a donné plus de 80 à 90% à un candidat. Et au moment du recensement général des votes, ils constatent qu'on a inversé les chiffres et on a plutôt donné les 80 à 90% là à un autre candidat. Quand il veut s'exprimer, on l'arrête, on le garde. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. L'affaire du nord-ouest, du sud-ouest, où on dit que le RDPC a gagné avec 80%, 86% là, c'est la plus grosse insulte monumentale qu'on ait jamais vue dans l'histoire du Cameroun. Même les Français qui ont maté les Camerounais, maté les Ounobé, n'ont pas autant insulté les Camerounais. Ce que Paul Biya et son clan ont fait au nord-ouest et au sud-ouest pendant cette élection présidentielle, c'est-à-dire que c'est une insulte, un crachat sur le visage de tous ces morts, de toutes ces populations. Et à cause de cette histoire, de cette attitude, ils risquent bien évidemment de transformer le Cameroun en une zone de guérilla. Je vous explique. Paul Biya que vous voyez là, c'est l'homme le plus détesté par les anglophones. Je vous dis, à part les jouisseurs, je dis les jouisseurs qui sont au sommet là, qu'il a pris là, mis à côté de lui, qui mangent là, dans la population au nord-ouest et au sud-ouest, les anglophones détestent Biya à un niveau, en fait c'est devenu une affaire personnelle. Ils détestent cet homme parce que cet homme est celui qui a encadré le processus d'assimilation des anglophones de bout en bout depuis 1962 qu'il est arrivé dans le gouvernement d'Ahidjo. Les anglophones détestent cet homme avec passion. Depuis 2016, c'est devenu une passion de détester Biya. Depuis 2016 que la guerre a commencé. C'est devenu pour eux une passion. Du genre, les Ambazoniens disent, celui qui essaye, le RDPC qui essaye de vouloir faire quoi ici là, on va seulement le holam et on va le killam. C'est-à-dire que celui qui supporte Biya ici là et qui veut se montrer là, qui sache qu'il ne va pas dormir. C'est ça le mot d'ordre là-bas, de ce côté-là. Au nord-ouest et au sud-ouest, il n'y a personne, aucune ville qui peut donner les voix à Biya.
En 2018, les gars ont fait la même chose. Sauf qu'en 2025, ils ont exagéré. Parce que le nord-ouest où les gars donnent 80 poussières de pourcent au RDPC, le nord-ouest, c'est le cœur de la contestation anglophone. Il dit c'est le cœur de la contestation anglophone. C'est le cœur de la contestation. Comment des gens qui se sont levés pour contester, demander la division, la séparation du pays, parce que vous les avez trompés pendant longtemps, se font tuer par vous, par les soldats que vous envoyez. Comment en période électorale, en période de la présidentielle, comment est-ce que vous pouvez dire que ces gens sont partis dans l'urne pour vous voter? Comment c'est possible? Nous sommes dirigés par des brigands. Et il ne faut pas avoir de sentiments avec ces gens-là. Je vous dis ça chaque fois, les gars, tapotez le live là, ça bug. Quand ça bug comme ça, c'est qu'il y a un problème. Tapotez, ça bug de mon côté, ça flash. Et ça me fait un peu mal aux yeux. Comment vous pouvez expliquer que des gens à qui vous faites la guerre depuis 2016, en plus Biya ne s'est jamais déplacé de ce côté-là pour aller leur demander que vous manifestez même quoi depuis? Il envoie seulement les militaires. Il envoie seulement les militaires. Vous connaissez ce que ça a causé dans ces zones du pays? Vous connaissez? Qui d'entre vous ici là peut sortir, se déplacer, aller dans ces zones-là tranquillement? On vous dit qu'une zone où les gens ont pris les armes pour lutter contre l'État, contre le gouvernement, en fait, parce qu'ils veulent leur indépendance. Une zone, c'est-à-dire qu'une zone indépendantiste a voté pour le pouvoir en place. Chaque Camerounais qui entend ça, normalement, ça doit bouillir dans sa tête. Parce que même les Occidentaux et tous ceux qui entendent cette histoire, ils disent que mais ça, c'est la preuve que ces gens ont triché dans cette élection. Exactement, Miralai. Parce que dans beaucoup de zones, on vous a montré les vidéos ici, les bureaux de vote n'existent même pas. Les bureaux de vote ont été tous brûlés et détruits. Dans ces zones-là, ça n'existe pas, les bureaux de vote là-bas. On vous a montré des bâtiments qui sont censés être les bâtiments de l'ECAM, qui sont vides, détruits depuis. Mais quand vous regardez sur le papier de l'ECAM, on vous dit que c'est un bureau de vote. Et quand vous regardez les résultats qui ont été publiés, on vous dit que dans ce bureau de vote qui n'existe pas, Paul Biya a gagné à 80%, 90%, 80%, 90%. J'ai dit des bureaux de vote qui n'existent pas au nord-ouest et au sud-ouest. Mon frère, s'ils avaient fait ça même à l'extrême nord, ou bien ils avaient fait ça même peut-être même à l'ouest, ou bien j'allais quand même dire que bon. Mais c'est une insulte monumentale. Que vous faites la guerre aux gens et vous dites que ces gens vous ont voté pour que vous continuez de leur faire la guerre. Parce que le problème ici, c'est quoi? Quand Issa Tiroma est parti de ce côté du pays, qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis le fédéralisme. C'est un processus, hein. Ça dit qu'il faut être honnête intellectuellement pour comprendre certaines situations. Les gens sont en train de se battre depuis que indépendance totale, on ne veut plus faire partie du Cameroun. Les plus modérés parlent du fédéralisme. Paul Biya lui dit que vous allez seulement rester là au Cameroun, on va seulement vous assimiler. Un candidat à l'élection présidentielle s'en va là-bas, il leur dit que si vous votez pour moi, je vous donne le fédéralisme. Logiquement, ils vont choisir quoi? Paul Biya qui les tue et qui leur impose de rester dans le Cameroun alors qu'ils n'ont aucune place qui est donnée par Paul Biya et qui continue de leur faire la guerre, qui envoie les militaires à la moindre contestation. Il y a des tueries, il y a plus d'1 million de déplacés, des réfugiés partout, au Nigeria, partout. Mais ces gens ont quand même voté pour Biya. Si on vous dit qu'au nord-ouest et au sud-ouest, les gens ont voté pour Biya, vous allez accepter? Alors que Biya promet de continuer la guerre là-bas, pendant que Tiroma lui promet de stopper la guerre, il promet le fédéralisme qu'ils ont tant cherché depuis. Les gens là prônent le fédéralisme depuis 1972, si vous ne le savez pas. Depuis 1972 que Ahidjo a fait l'unité,
Les gars ne sont pas d'accord, mais ils sont quand même restés dans l'unité. Les gars n'ont jamais été d'accord avec l'unité nationale. Parce que le contrat qui les liait avec la partie francophone du Cameroun, c'était un contrat fédéraliste. Et ça devait rester comme ça, c'est la Constitution qui le disait, qu'on ne devait jamais toucher ce point de la Constitution. Le Cameroun est un État fédéral et ce point de la Constitution ne devait jamais être modifié. Ahidjo l'a fait en 72, ça a été acté le 20 mai 1972. Depuis là, il y a une faction radicale qui s'est créée dans cette partie du Cameroun. Et à l'époque, c'est les hommes comme John Goufoncha qui les calmaient. Quand Ahidjo remet le pouvoir à Paul Biya, il lui dit que fais attention, n'est-ce pas, avec nos frères anglophones, il faut toujours les écouter. Et Paul Biya lui-même qui était au cœur de l'assimilation des régions anglophones, parce qu'il a travaillé sur tout ce processus depuis 1962 qu'il est arrivé au pouvoir. C'est comme s'il avait été mandaté par la France pour ça. Il arrive là, 2 ans seulement plus tard, il proclame la suppression de la République unie du Cameroun. Il dit que désormais on s'appelle la République du Cameroun. À ce moment-là maintenant, la faction que vous entendez que les ambazoniens, les machins, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Hein. À ce moment-là, c'est là où les gars ont décidé que, ok, on va se battre comme on peut pour redevenir une terre indépendante. Parce que Paul Biya les a insultés en 84 en proclamant directement et sans avoir questionné qui que ce soit la République du Cameroun. Il a supprimé la République unie du Cameroun. Il a mis, désormais on s'appellera la République du Cameroun. Terminé. Là, il y a eu vraiment, et depuis ce temps-là, les gars détestent Biya. Mais sauf que depuis 2016, c'est devenu une passion. On ne peut pas nous dire aujourd'hui, que Biya a gagné l'élection présidentielle au nord-ouest et au sud-ouest. Mon frère. Dans des bureaux fictifs qui n'existent pas. Mais mon frère. Quand ils finissent de faire tout ça, ils viennent vous parler de paix. Ils viennent vous parler de paix. Ce n'est pas différent de quelqu'un qui vient arracher tous tes biens. Ça dit que tu as acheté un terrain, tu as construit une maison, tu as construit un business, tu as tout fait dans ta vie. Il vient, il arrache tout ça. Et quand tu veux revendiquer, il te dit qu'il faut, non, la paix est bien. Donc, il vient arracher toute une construction de toute une vie. Il arrache, hoha. Quand tu veux revendiquer, on te dit non, la paix est bien. Il ne faut pas faire les problèmes. Ce n'est pas bien. C'est pas grave. Garde ton calme. Tu as travaillé avec tes mains, non? Tu peux encore retravailler. C'est dans cette situation-là qu'on se trouve là. Par quelle magie, par quelle alchimie, les anglophones peuvent voter pour Paul Biya, qui leur promet la guerre, au détriment de Issa Tiroma, qui leur promet exactement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le fédéralisme. Et on a vu les scènes de liesse. Issa Tiroma, tout le monde était derrière lui quand il parlait. Il a demandé pardon, il a fait. Montrez-moi une scène de Paul Biya en train de battre campagne. Là-bas. Montrez-moi une seule. Non. Paul Biya est caché à Etoudi. Il envoie les militaires tuer les gens. Tuer les enfants des gens. Et vous me dites que les anglophones ont voté pour Paul Biya. Parce que tout cela, ce sont des frères et des sœurs. Hein? Les familles, les frères et les sœurs. Donc quand tu tues un enfant quelque part, tu as touché au moins 100 personnes. Chaque famille là-bas compte au moins 100, 200 personnes. Donc quand tu tues quelqu'un là-bas, tu as tué le membre de famille de quelqu'un. Donc les survivants, après avoir killé tous leurs membres de famille, les survivants ont voté pour le tueur. Mais, vous avez vu la réaction du haut cadre du RDPC, originaire de ce côté-là, qui, dès qu'il a vu les résultats qui voulaient être publiés, le gars a tapé le poing sur la table, il a démissionné. Un haut cadre du RDPC originaire de là-bas,
Le gars dit, mais non, 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 c'est pas possible. D'ailleurs, vous avez vu l'autre là où c'est le député là qui a été kidnappé par les Ambazoniens. Les gars, ils ont bolé avec lui, ils ont déposé son corps en route. Donc vous venez chez nous frauder pour donner la victoire à Bia. Mais vous êtes fous. Les gars l'ont une fois, ils sont golés qu'il a terminé. J'ai dit le député du RD, le type là, ouais, comment il s'appelle encore le père là? Le gars a dit que mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est une insulte. Il a déposé sa démission. Il a dit non, c'est pas possible. On vole, mais on ne vole pas tout. Le gars a démissionné que non, je ne veux plus. Pardon, je ne veux pas. Laissez, c'est bon. Je ne suis pas avec vous dans le jassi. Parce que c'est mon peuple qui meurt. Je ne suis pas avec vous. Il a démissionné. C'est pas possible. C'est une aberration. Vous savez pourquoi les gars ont fait comme ça dans ces zones-là? C'est parce que c'était désert. Oui, c'était des zones désertes. Donc, ils n'ont pas eu besoin d'ouvrir les bureaux de vote là-bas. Parce que je vous dis, les bureaux de vote n'étaient pas ouverts là-bas. La preuve dans plusieurs vidéos que vous avez vues. Vous n'avez pas vu les bureaux de vote dans ces zones-là. Les bureaux de vote n'étaient pas ouverts là-bas, mais ils se sont assis. Ils ont déposé toutes les voix qu'il y avait sur le fichier électoral en faveur de Biya. Ils n'ont pas ouvert les bureaux de vote de ce côté-là. Parce que les gars savaient que s'ils ouvrent même les bureaux de vote, il y a les attaques des Ambazoniens. Donc les gars savaient qu'ils ne peuvent même pas ouvrir les bureaux de vote. On vous a filmé, les gars vous ont filmé les bureaux, les soi-disant bureaux de vote de ce côté-là. On vous a mis les vidéos ici. C'est détruit, désert. Il y a les herbes, les arbres qui poussent partout dans la maison, dans la cour. Les maisons sont détruites parce que les Ambazoniens ont détruit tous les bâtiments que Elekam utilisait de ce côté-là du pays. Donc, il n'y avait pas de bureau de vote là-bas. Comment ça se fait qu'on vienne vous dire que le RDPC a raflé 80% des votants du nord-ouest et du sud-ouest? Mon frère, qu'est-ce que Paul Biya propose à nos frères du Nozo pour que ces gars se lèvent et partent voter pour lui? Il ne peut même pas leur proposer quoi que ce soit parce qu'il a passé le temps avec Kilam. Donc c'est impossible les gars. Il y a vol. Mais comment on peut se retrouver encore en train d'expliquer ce genre de choses même? Comment? Et donc, ce qui se passe actuellement dans ce pays-là, c'est que c'est le peuple camerounais soucieux du changement contre une bande de brigands. Dans cette bande de brigands, il y a des généraux d'armée, il y a des colonels, il y a des commandants. Il y a tout genre parce que c'est un clan. On finit de te voler. On te vole ta chose et on te demande de te calmer. On te dit que la paix est bien. On te brandit que la paix est bien. On te demande non, calme-toi, la paix est bien. Ne revendique pas. Revendiquer, c'est pas bon. La paix est bien. Ouvre ta boutique, vends. Parce que c'est ta vie comme ça. Vendre dans la boutique. Fais le pouce-pouce. Vendre dans la rue, à même le sol. Dans la boue. Ouvrez les boutiques, ouvrez les bars. Il faut boire. Il faut laisser les histoires là. C'est passé. L'élection est derrière nous. Vous avez des hommes haut gradés. Je vois des capitaines, des commandants, des colonels, des généraux qui viennent s'asseoir, ils disent aux populations, non, laissez vaquer à vos occupations. Vraiment, laissez-les, ils ont volé, c'est pas grave. On veut la paix. On veut la paix. Mais qui menace la paix, mon général? Le rôle d'un militaire, c'est de protéger les frontières. À quel moment le militaire vient faire face, même s'il y a des bandits? À quel moment le militaire qui est formé pour protéger les frontières, pour empêcher que le pays ne soit envahi par les autres? C'est ça la base, le militaire. À quel moment vous, les militaires, vous abandonnez nos frontières et consorts pour venir face aux civils non armés, les intimider parce que ce sont des paroles d'intimidation. Tu viens là avec toutes tes étoiles de général,
il y aura bien des colonels ou quoi, on va dire non, on est avec vous, hein. Non, écoutez, il faut vous calmer, d'accord? Les gens qui veulent marcher là, c'est des bandits. C'est des bandits. Regardez comment ils cassent vos boutiques. Vous avez souffert pour avoir ces boutiques. Vous avez des machins, vous avez des crédits, vous avez des ceci. Ouvrez, vendez. Laissez l'histoire là, dis donc. Laissez l'histoire là. C'est ça le rôle d'un militaire. On parle d'honneur et fidélité. Aujourd'hui, on se rend compte que les militaires, ces militaires qui viennent parler aux Camerounais, non, calmez-vous, laissez ça. Vous venez avec les Kalachnikov face à des populations qui n'ont pas d'armes. Vous les intimidez. Vous dites non, tu arrêtes la Kalachnikov comme ça. Tu dis laissez. Donc vous êtes face aux ennemis. Vous êtes en zone de guerre. Vous êtes face à vos ennemis. Qu'est-ce que le militaire fait dans les problèmes des civils? En période électorale, tout est possible dans un pays et le militaire ne doit en aucun cas se mêler. Si ce n'est pour se ranger du côté du peuple, parce qu'en réalité, c'est le peuple qui est souverain, mon gars. Donc on ne peut pas vous dire que une bande de politiciens a volé notre élection et vous les militaires, vous venez nous demander de rester calmes. Vous venez avec vos gros galons intimider les populations. Que non, laissez, c'est rien, laissez, on vous a volé, c'est pas grave. Regardez les petits bandits qui disent qu'ils veulent marcher alors qu'ils viennent casser. Donc vous laissez les grands bandits là. Si vous aimez réellement le Cameroun, tous les jours on vous démontre qu'il y a les détournements de fonds ici. Des milliards. Vous ne partez pas arrêter ces bandits là. Que vaut une boutique? Que vaut une boutique qui n'a même pas un capital de 200 000? Comparé à ces ministres bandits qui détournent les milliards tous les jours. Que vaut une boutique qui n'a même pas un capital de 200 000? C'est à ça que vous avez réduit le peuple camerounais. Au point où vous déshumanisez les Camerounais en leur demandant de ne pas revendiquer ce qui leur a été volé. C'est le rôle d'un militaire. Vous portez la tenue pour défendre les intérêts du peuple camerounais. Et les politiciens véreux sont des ennemis du peuple. Quand vous-même vous regardez le Cameroun, là, ça ressemble à quoi? Vous êtes fiers de porter les gros galons, je suis général, je suis session. On vous voit dans un meeting d'un parti politique. Le RDPC fait un meeting, tu vois le général, chef d'état-major des armées, avec tous ses attributs militaires, assis dans un meeting politique. C'est quel pays ça? Un général, il porte tous ses attributs. Il est assis dans un meeting politique. Un gouverneur de région, il porte ses attributs de gouverneur de région, assis dans un meeting politique. Un préfet, un sous-préfet, toutes les autorités administratives, ils sont assis dans un meeting politique. Ils affichent fièrement leur appartenance politique. À quel moment les administrateurs civils sont des militants d'un parti politique? À quel moment? Le rôle d'un administrateur civil n'est en aucun cas un rôle politique. Comme c'est-à-dire vous entendez bien, on dit administrateur civil. C'est l'administration, ils font fonctionner l'administration, c'est pour ça qu'ils sont formés. Ils vont à l'école. Au Cameroun, c'est l'ENAM, c'est là-bas qu'on forme les administrateurs civils. C'est là-bas. Ils sont formés, ensuite ils sortent pour assurer la continuité de l'État. Pendant que les politiciens qui vont gérer le pays au niveau politique, c'est-à-dire que les mairies, en fait les communes, l'Assemblée nationale, le Sénat, la présidence de la République, les ministères, eux, les administrateurs civils et consorts, ils sont là pour gérer l'administration à leur niveau. S'assurer de la sécurité des biens et des personnes en déployant les forces de maintien de l'ordre si besoin est, en déployant les forces de sécurité si besoin est. Les forces de maintien de l'ordre, c'est la police ou la gendarmerie, ça dépend du contexte. Les forces de défense et de sécurité, c'est les militaires. Donc, si par exemple on est à l'extrême nord et qu'on sent que l'extrême nord est attaqué par des groupes djihadistes et consorts, ce n'est pas le rôle de la police de faire face à ces groupes djihadistes.
le gouverneur de la région va déployer les forces de défense et de sécurité. C'est comme ça, c'est son travail. Il n'est pas là pour s'occuper des meetings politiques, ni des batailles politiques. Si les populations décident de manifester, le rôle du gouverneur, du préfet, du sous-préfet, c'est d'encadrer les manifestations sans être partisan. Si les manifestations aboutissent au chassement du président de la République, ce n'est pas son problème. Il aura un nouveau président et ce nouveau président sera toujours son patron. Ce n'est pas son problème. Il n'est pas là pour protéger le président. Il est là pour protéger les populations. Son rôle fondamental, c'est de veiller à la sécurité des biens et des personnes. Et quand il y a un problème politique, nous sommes à une période électorale pré ou post ou pendant l'élection. Leur rôle, c'est de veiller à la sécurité des biens et des personnes par région, par département, par arrondissement, par zone. Donc, si les populations décident que nous voulons manifester selon la Constitution, ils déclarent la manifestation. Pourquoi vous voulez manifester? Le motif, c'est qu'on estime qu'on a volé notre élection. Ok, vous manifestez, c'est quel type de manifestation? Manifestation statique ou bien c'est une marche? C'est une marche. Ok, de quel point à quel point? Du point A au point B. Ok, nous allons déployer les forces de maintien de l'ordre, toute la zone là. Vous allez marcher encadré par les forces de maintien de l'ordre, ce qui va empêcher qu'il y ait des débordements. Vous marchez, vous finissez de marcher. Vous partez jusque là où vous voulez partir. Quand vous êtes fatigué, vous dites que vous rentrez chez vous. Et vous rentrez. Si c'est une manifestation qui se transforme en grève généralisée, vous grèvez. Tant que vous n'êtes pas un danger, parce que le peuple ne saurait être un danger. Le peuple n'est pas étranger dans son pays. Il ne saurait donc être un danger. Et les bâtiments publics dont vous parlez, les bâtiments publics là sont détruits parce que les forces publiques, donc les administrateurs civils, sont des partisans. Donc vous ne pouvez pas utiliser les causes pour ôter la vie à des populations. Non. Si les populations sont en colère et détruisent les bâtiments publics, c'est parce que ces bâtiments publics abritent les partisans du régime. Quand les gars ont commencé les manifestations, on a bien vu qu'ils étaient en face de la police, il n'y avait pas de problème. La police a chargé et a blessé plusieurs personnes. Ça a énervé les gens. Et les gens ont dit, ok, ils ont donc commencé à détruire, à casser. C'est comme ça. Maintenant, normalement, pour éviter, empêcher que ce genre de choses n'arrive, chaque administrateur civil doit faire son travail. Ça veut dire quoi? Je vous explique. Le rapport. Les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, ils coordonnent normalement la sécurité des élections dans leur zone de commandement. Le gouverneur, c'est la région. Les préfets, les sous-préfets, vous connaissez, n'est-ce pas? Donc, au niveau départemental, communal et consort, il y a les préfets et les sous-préfets. Ils sont là. Ils coordonnent la sécurité. Ils assurent la sécurité pendant le déroulement de l'élection. Et ils sont les premiers. Je répète, ils sont les premiers au courant des résultats. Et ils notent les résultats dans chaque bureau de vote, dans chaque zone. Ils sont les premiers au courant. Oui, ils ont des services de renseignement aussi et ils déploient les agents de l'État. Ils sont les premiers au courant parce que normalement, c'est comme ça que ça se passe. Et ils doivent toujours être du côté de la vérité. Donc, ils vont entasser leurs propres résultats qu'ils ont vus eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire leurs propres résultats qu'ils ont vus parce que c'est comme ça qu'on travaille pour empêcher qu'il y ait le désordre. Leurs propres résultats qu'ils ont, y compris les gardes. Si Elekam veut produire d'autres résultats, ça veut dire que Elekam est un danger pour la cohésion sociale. L'administrateur civil est censé agir. Il va dire non, monsieur, vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a toujours un représentant de l'État hein, dans la commission générale de recensement de vote. Le représentant de l'État va dire non, vous ne pouvez pas dire que dans telle zone, il y a eu tel nombre de voix en faveur de telle personne. Non, mes rapports me disent que. Ça veut dire que vous avez fraudé. Vous entrez, vous tombez déjà sous le coup de la justice. C'est ça le travail de l'administrateur civil. C'est le travail des préfets, des sous-préfets, des gouverneurs. S'assurer que la population, n'est-ce pas, soit respectée dans tout sens et dans tout lieu.
éviter les dérives et les débordements et surtout éviter ce qui peut créer ou causer des dérives et des débordements. Voilà le réel travail de ces gens. Donc pendant qu'il y a une élection, qu'elle soit locale, qu'elle soit une élection présidentielle, il veille. Il a ses propres chiffres. Dans chaque zone, ils ont leurs propres chiffres. Et ils doivent être indépendants. C'est vrai, on les a nommés, mais leur travail, n'est-ce pas, c'est d'administrer les populations. Chacun dans sa zone de commandement. Et je répète qu'ils sont les premiers, c'est l'administration territoriale. Ils sont les premiers à avoir les chiffres. Dans un pays qui se respecte, le ministre de l'administration territoriale ne fait pas partie d'un parti politique. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit que le ministre de l'administration territoriale fait partie du parti politique au pouvoir. Ouvertement, c'est une aberration. Parce que le ministère de l'administration territoriale est censé être le ministère le plus neutre possible. Et on nomme toujours des hommes de valeur dans ce ministère-là. Parce que c'est ce ministère-là qui est censé gérer la sécurité des biens et des personnes. Ce ministère ne doit pas être géré par quelqu'un de partisan, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir. Ça doit être un administrateur civil bien formé. Oui. On ne peut pas dénoncer toutes ces dérives gouvernementales. Et vous avez des militaires qui viennent intimider les populations. Tout un général, il vient, il dit aux gens que je serai là demain. Il faut que vous ouvrez les boutiques. Je serai là. Quand il dit je serai là, c'est pourquoi? C'est pour intimider les jeunes là. C'est pour les intimider, leur dire que ne tentez même pas. C'est une façon de les menacer. Leur dire que ne tentez pas. Il y a un problème de contestation politique au Cameroun où un opposant dit qu'il a gagné l'élection présidentielle. Aucun militaire n'a le droit de prendre parti pour le parti au pouvoir. Parce que ce que les militaires camerounais là, que nous avons vu sont en train de faire, ils sont en train de prendre parti pour le parti au pouvoir. Un vrai général, quand on veut le déployer dans les rues face aux civils, il va demander est-ce qu'il y a des civils armés? On dit non, il dit gérer. Ce n'est pas notre problème. Et même s'il y a des civils armés, il y a des unités d'élite dans la gendarmerie et même dans la police qui sont censés gérer ce genre de situation. À aucun moment, un militaire ne doit faire face à la population civile. À aucun moment. Je dis bien, aucun moment. Vous ne voyez jamais ça dans les pays qui se respectent. Jamais. Je dis bien, jamais. Je dis bien, jamais. Dans des pays qui se respectent. Jamais on ne fait ça. Voilà Phoenix le GOAT qui dit que la garde nationale a été déployée aux États-Unis. C'est pour ça que je dis souvent que, je ne sais pas, vous avez un problème. Vous avez un réel problème. Vous savez pourquoi la garde nationale existe aux États-Unis? C'est une mesure d'exception. Et une mesure d'exception aussi, pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il y a le droit du port d'armes. Donc à tout moment, une situation peut, quand ça arrive à un certain niveau chaotique, ça peut dégénérer. C'est pour ça qu'on déploie. On ne déploie pas les militaires. Non, c'est la garde nationale. Ils sont formés pour le maintien de l'ordre. La garde nationale aux États-Unis, c'est une troupe de l'armée qui est formée pour le maintien de l'ordre. Ce n'est pas les militaires qu'on envoie en guerre. Comment vous pouvez vous lever à Yaoundé, à Douala, vous voyez les chars de guerre défiler dans les villes. Les chars de guerre dans les villes, à Bafoussam, à Machin. Les chars de guerre, les véhicules, les chars de guerre. On a tous ces véhicules-là et Boko Haram est en train de faire ce qu'il fait au nord là. On a tout ce matériel que vous avez vu qui a été déployé dans les villes contre les populations. On a tout ce matériel-là et Boko Haram est en train de faire ce qu'il fait au nord. Et vous ne vous dites pas que ces gens ne sont pas sérieux. Aux États-Unis,
quand la situation devient chaotique, le président a le droit de déployer la garde nationale qui vient se placer au-dessus du commandement du gouverneur de l'État. Et la garde nationale vient là dans le but de maintenir l'ordre parce que aux États-Unis, je répète, il y a le port d'armes, il y a des gangs armés qui ont des armes lourdes. Et donc, quand ce genre de situation dépasse la police, parce qu'il faut dire, on ne déploie pas la garde nationale pour déployer, on déploie toujours la police, même face à des situations où les gens en face sont armés, il y a la police qui est, n'est-ce pas, formée pour ça. Mais quand ça devient chaotique, on déploie effectivement la garde nationale. C'est une mesure d'extrême urgence pour faire face à des gens qui ont des intentions et qui sont armés. Si les gars qui manifestaient là étaient armés de Kalachnikov et qu'on déploie les militaires, là, tout le monde comprend que oui, bon voilà, on a déployé les militaires parce qu'en face, il y a les gars armés, les gars sont en train de tirer partout sur les populations, ils font ceci, ils font cela. Quel est le motif qui peut pousser un dirigeant sérieux à déployer l'armée, les chars de guerre, avec le genre d'armes que quand on tire une balle, ça te déchiquette tout le corps, contre des manifestants qui, soi-disant, ont brûlé la préfecture, ils ont brûlé ceci, ils ont pillé un magasin, ils ont fait ceci. À Ebolova, à Saint-Mélima, quand les gars ont détruit les boutiques des autres Camerounais, tabasser les autres Camerounais avec des armes blanches, les machettes, les goudins et consorts, piller toutes les boutiques des autres Camerounais et chasser des Camerounais de cette zone du pays. On a déployé les militaires. Puisqu'ils disent que c'est pour protéger vos biens, vos boutiques et consorts. À Ebolova, à Saint-Mérima, ça s'est passé au moins 5 fois. Hein, au moins 5 fois. Que à Ebolova, bref, au sud de Cameroun, pour un tour, pour un rien, on cible les étrangers, on détruit leurs boutiques, on les chasse, on les tabasse et machin, patati patata. Ça s'est déjà passé plusieurs fois là-bas. Citez-moi une seule fois où on a déployé l'armée contre les gens qui ont pillé, qui ont killé, qui ont détruit les biens. Parce que le motif que les militaires qui sont partout à Douala, partout à Yaoundé, ils disent que non, on détruit les biens des gens. Non, on détruit les biens des gens, donc nous sommes là pour assurer votre sécurité. Vous êtes tous là, avec tout le matériel qu'on voit. Vous avez les nerfs que vous avez là. Et Boko Haram est toujours là-bas, non, en train de perdurer, en train de nous déranger les populations. Donc, vous voulez nous dire qu'on prend l'argent du contribuable camerounais pour acheter du matériel militaire afin de retourner ce matériel militaire contre le peuple camerounais si jamais il n'est pas d'accord avec ce que le président et son clan sont en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Que Paul Biya prend notre argent pour acheter les armes, les chars de guerre, équiper des militaires afin de nous combattre, nous, le peuple camerounais. C'est ça. C'est ça. Aucune armée au monde ne peut faire face à un peuple en colère. Aucune armée. Portez vos galons de généraux, de machins, de patati patata. Dans beaucoup de pays, ils ont fait pire que ça et puis ils se sont retrouvés en train de fuir. Au Soudan, ce que vous là, les militaires qu'on a déployés là, la façon dont vous maltraitez les Camerounais comme si ce sont vos ennemis là, parce qu'ils revendiquent quelque chose qu'on a volé. Donc les gars sont en train de revendiquer quelque chose qu'on leur a volé. Vous venez les tabasser, vous les traînez au sol, vous tirez sur eux avec des armes lourdes. Dans beaucoup de pays, comme j'étais de Dizance, des gens étaient plus sauvages que vous. Au Soudan, Omar El-Béchir, il avait une armée sauvagement sauvage. Ça n'a pas empêché quand le peuple s'est soulevé farouchement là, il l'a fui. Et il a été arrêté même, c'est même pas qu'il a fui. Je crois qu'Omar El-Béchir a été arrêté. Les militaires de Omar El-Béchir, tous ces militaires loyalistes là ont été tous arrêtés. Tous les militaires de Omar El-Béchir qui se comportaient exactement comme vous les militaires qui vous comportez actuellement face au peuple camerounais là. Tous là, ils ont été déchus. Tous, ils font face aujourd'hui à la justice. Vous pensez que vous allez rester là éternellement? Non. Non, ce n'est pas comme ça.
Et moi, je vous dis toujours, chacun va répondre devant l'histoire. Je parle ça au général là qui est parti intimider les populations en disant ouvrez demain. De quoi tu te mêles? On est dans une lutte politique. Toi, un général d'armée, tu te mêles de quoi? De quoi tu te mêles? Voilà ton subalterne là-bas à Madagascar. Quand le président malgache a commencé une répression violente contre le peuple, à une semaine, 2 semaines de manifestation, ton subalterne, un colonel, il a dit que non, arrêtez de maltraiter le peuple. Il a appelé la police malgache à ne plus maltraiter le peuple, sinon il va réagir. Et quand la police a insisté, il a réagi avec ses troupes. Et le président malgache a fui. Mais toi, un général, tu descends là, les gars, attendez, le puzzle. Le live ici, c'est la dimension de l'attaque, mon frère. Attendez, fais d'abord le puzzle ici. Le live ici, c'est la dimension des signalements, mon frère. C'est la dimension seulement, mais je vais seulement continuer. Voilà, tout le monde est aujourd'hui en train d'applaudir le capitaine Ibrahim Traoré. Tout le monde l'applaudit. Mais le gars s'est rangé du côté du peuple, non? Il s'est rangé du côté du peuple. En 2 jours d'exercice de pouvoir, Ibrahim Traoré est en train au moins de transformer le Burkina Faso. Tout le monde voit. Tout le monde voit. J'ai vu là, il a acheté des avions, les avions que KLM utilise ici là. Il a acheté ça récemment. Des avions que KLM utilise pour les courtes distances là, les Embraer, machin là. Voilà qu'il a acheté des vrais avions. Pas les MA60 que Paul Biya est parti prendre en Suisse. Il a pris 2. L'avion coûte c'est 5 ou c'est 20 milliards. Il est parti acheter l'avion à 60 milliards. Il achète 2 et on lui donne 1. Et pas qu'il achète, il est parti prendre le crédit à une banque chinoise. Et la banque chinoise là, lui a imposé d'acheter ces avions-là en Chine. Il a pris les avions là à au moins 4 fois ou 5 fois le prix normal. Et des avions qui sont interdits de vol. Voilà Ibrahim Traoré. En quelques temps, Ibrahim Traoré, les idiots viennent vous parler que Paul Biya est sorti des accords coloniaux. Voilà Ibrahim Traoré qui est venu là tout rompu comme accord avec la France, tout. Il a rompu la grande majorité et le voilà qui est en train de jouir de son indépendance. Il a compris que la compagnie aérienne est un atout pour un pays. Et le voilà en train de mettre à jour la compagnie aérienne burkinabé. Vous allez voir des petits totos ici là qui vont nous dire Paul Biya, les accords coloniaux, Paul Biya, le Congo-ça du quartier. Parce que Paul Biya, je ne me rappelle pas à quel moment Paul Biya vous a dit que nous sommes dans des accords coloniaux. Donc les gens ne peuvent pas se lever un matin, aller inventer une histoire de Congo-ça. Ils font un Congo-ça jusqu'ils sont sérieux dans ça. Hein. Vous ne pouvez voir aucune note d'État, aucun rapport d'État de l'État du Cameroun où on mentionne des accords coloniaux. À l'heure où je vous parle, lui, Paul Motazé, le ministre des Finances, est en train de négocier avec le FMI pour des nouveaux accords. J'ai dit à l'heure où je vous parle ici, là, maintenant, comme je suis en train de vous parler là, lui, Paul Motazé, est en train de négocier avec le FMI pour de nouveaux accords. Ça a été publié par CIA TV Web. Quand vous aurez le temps, allez regarder la vidéo. Il s'en vante d'ailleurs. Le prix du litre de carburant de super, l'essence, va passer de 840 à plus de 1100. Parce que le FMI a donc dit que bon, comme vous êtes incapable de rembourser vos dettes, on va tout faire pour puiser dans l'argent du pétrole au Cameroun. Donc vous allez mettre le prix du litre de carburant à 1100 francs. Pour vous permettre de rembourser vos dettes. Parce que vous êtes devenu un pays très pauvre et très endetté. Voilà Motazé qui est en train de négocier d'autres accords avec le FMI. Et on vous dit que dans le budget du Cameroun, il y a au moins 2600 milliards. Que ce sont les aides extérieures. Les aides, c'est-à-dire que Paul Biya, le grand panafricaniste que les généraux défendent quand ils volent l'élection. Le Cameroun a, dans le budget de 7000 milliards, il y a 2600 milliards que ce sont les aides. Et parmi ça, il y a les aides de la France, l'Union européenne, les États-Unis.
Chaque année dans le budget du Cameroun, il y a une grosse somme d'argent que la France donne, que ce sont les aides au développement. Les petits sauvageons viennent ici, là, ils vous inventent des histoires à dormir debout. Ils vous disent, non, Paul Biya, c'est un stratège. Il nous a sorti des accords coloniaux. Les gars s'inventent une réalité. Ils mettent ça dans la tête des gens jusqu'à ce que eux-mêmes qui ont inventé cette réalité pensent que c'est une vérité. Ils se sont inventés un monde parallèle, là où Paul Biya est panafricaniste. Tellement ils ont répété ça que eux-mêmes ils se disent déjà que c'est une vérité. Ils ont oublié que c'est eux qui ont inventé ça. N'entrez pas souvent dans des débats stériles. C'est pour ça que vous ne me voyez jamais dans ce genre de débat. Quand les gens là viennent vous raconter des histoires comme ça, là, posez-leur une question simple. Sortez-moi un rapport de l'État du Cameroun qui parle des accords coloniaux. Sortez-moi un discours de Paul Biya qui explique aux Camerounais qu'il est bloqué ou il est coincé à cause des accords coloniaux. Ou alors, sortez-moi un rapport, un discours, peu importe, d'un ministre ou de Paul Biya qui vous mentionne des accords coloniaux. Ici, on discute de ce qui existe. On ne discute pas du fantasme de certains individus parce qu'ils ont vu que certaines personnes aiment ça. Ils vont insister dessus. Ici, on discute des rapports d'État. On discute des discours du président. On se base sur ce que le président dit ou fait. On n'invente pas des histoires. Quelqu'un fait 43 ans au pouvoir, il vole les élections, il est déjà vieux, fatigué, il sait qu'il ne peut plus diriger le Cameroun, mais il permet encore qu'on vole les élections. Récemment aussi, dès que l'élection est finie là, Paul Biya a disparu. Ni vu ni connu. Il veut voyager pour aller en Suisse se soigner, sa femme lui dit, niet, tu ne voyages pas. Tu vas d'abord prêter serment avant de voyager. Parce qu'ils savent que Paul Biya peut quitter le pays là maintenant, là sa boxe, il cale une fois là où il est. Donc ils veulent absolument que Paul Biya prête serment. Alors que le gars est malade jusqu'à ce n'est plus bon. Il veut voyager, ouais pardon, je veux voyager, pardon. Vous qui venez nous passer ces informations là, vous qui travaillez au palais, vous-même vous allez commencer à dénoncer ça. Parce que vous ne pouvez pas vivre ce genre de situation et vous-même vous ne vous révoltez pas. À peine Paul Biya a fini avec l'élection, il a disparu. L'ambassadeur d'Italie au Cameroun vient, n'est-ce pas, pour dire ses adieux. La coutume veut que ce soit le président de la République qui le reçoit. Et bien, c'est Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République qui le reçoit. C'est-à-dire, ce n'est même pas le ministre des Relations extérieures qui le reçoit, non. C'est Ferdinand Ngongo qui le reçoit. Alors que ça ne s'est jamais passé au Cameroun. C'est toujours Paul Biya qui reçoit les ambassadeurs en fin de mission. Toujours et toujours. Mais l'ambassadeur d'Italie est venu, c'est Ngongo qui l'a reçu. Il n'a pas vu Paul Biya. Jusqu'à ce qu'il a fini, il est parti. Donc c'est Ngongo qui est le nouveau président de la République du Cameroun. Vous acceptez ça, les Camerounais. Quand on vous dit que cette bataille, ce n'est pas une bataille pour Issa Tiroma. Ce n'est pas une bataille pour, je ne sais pas, Maurice Kamto qui non. C'est une bataille pour la survie du peuple camerounais. Et arrêtez aussi de vous plaindre de la brutalité de ces gens. Je vous ai toujours dit ça. On constate, mais on ne se plaint pas. Parce que quand on se plaint, c'est un peu comme si on est faible. Constatez que ces gens sont d'une brutalité. Il faut agir pareillement. Laissez-moi les... Oui, il faut agir pareillement. Des gens qui s'en foutent de vos vies, ils viennent pleurer les boutiques cassées. Ils ne pleurent pas les morts. Ça ne vous dit rien. Je vais vous dire quelque chose. Vous, et vous lisez, non? Il n'y a pas de neutralité en révolution. Soit tu es pour, soit tu es contre. Toutes les personnes qui pleurent que leurs boutiques ont été cassées, vraiment, est-ce que c'est ça la manifestation? Toi-même, tu fais quoi à la maison? Tu as fermé ta boutique, tu es parti t'asseoir à la maison, tu attends que les autres manifestent. Et si la manifestation réussit, le pays change. Tu viens profiter, non? Tu attends que les autres manifestent. Quand la manifestation réussit, on a un nouveau président qui pense à développer le pays. Il construit les grandes routes, il donne l'électricité, il donne l'eau potable. Tu viens profiter, non?
accepte aussi de subir. Si tu as décidé de ne pas t'engager, fais au moins un sacrifice, c'est l'effort de guerre. Donc si ta boutique a été cassée pendant les manifestations, tant pis. Tant pis. Je pense que si toi tu avais organisé les manifestations dans ton secteur, tu avais porté les manifestations dans ton secteur, ta boutique n'aurait pas été cassée parce que toi-même tu devais être parmi les manifestants. Et quand les manifestants, tu dis au gars que non, ça c'est ma boutique. Personne ne va casser. Si chacun d'entre vous avait manifesté, si vous tous vous étiez sortis de la maison en même temps, Paul Biya ne serait plus au pouvoir depuis. Et vous tous, vous aurez protégé vos biens, vos boutiques cassées et consorts là. Vous pleurez des boutiques alors qu'on a des morts. Les mêmes boutiques vont être détruites par la communauté urbaine. Vous n'allez pas vous fâcher. À ce moment-là, vous ne vous fâchez pas. Hein? Quand Awara vient détruire vos boutiques, nuitamment, on vient détruire vos boutiques, on vient sceller abusivement, on vous estocke de l'argent matin, midi, soir. Ah non, là, vous ne vous fâchez pas. Tu vois des gens qui disent, ils font la vidéo, si vous voulez marcher, marchez non. Mais pourquoi, en quoi est-ce que ma boutique, hein, pourquoi vous avez cassé ma boutique? Regardez, ma boutique est à terre. C'est l'égoïsme qui finit souvent les gens, l'égoïsme là. C'est l'égoïsme là. Les gens sont en train de se battre pour une cause nationale. Toi, tu décides d'aller te terrer chez toi. Tu dis que, ah, en tout cas, j'ai ma boutique. Hein. J'ai ma boutique. De toutes les façons, les gens vont se battre comme ils vont se battre là. Après, moi, je vais sortir, je vais ouvrir ma boutique tranquillement. Mon gars, en situation de révolution, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es pour la révolution, soit tu es contre la révolution. De toutes les façons, tu vas subir la révolution. Donc, si tu penses que tu es neutre, tu mens parce que tu vas subir. Donc, c'est encore mieux pour toi de te préparer pour la révolution, d'être dans la révolution. À ce moment-là, au moins, tu seras un acteur de la révolution. Même si ça arrive que ta boutique soit cassée ou que ton taxi soit brûlé, tu seras au moins fier que non, de toutes les façons, j'ai participé. Parfois, pour renverser un président, non, les gars, c'est les missiles. Les missiles sol-air ou bien air-sol ou je ne sais pas quoi. Ça atterrit dans la ville, ça rase. Donc, boutique, maison, voiture, ça n'épargne personne. Après, quand on finit de chasser le président là, on reconstruit. Donc, vous êtes là, vous avez, le taxi est brûlé, ma moto est brûlée. Regardez ma boutique, une boutique qui n'a même pas un capital de 300 000. Tu pleures. Ouais, mais vraiment, non. Non, les gars, je pense que tellement le Camerounais a été endormi qu'il vit une situation, il croit que c'est le jeu, il croit que c'est l'école maternelle, il croit que c'est la blague. Genre, on vote un candidat à l'élection présidentielle, le candidat est déterminé, vous savez que le candidat a gagné, mais vous décidez de ne pas participer. On annonce les manifestations, vous décidez de rester à la maison. Vous allumez TikTok ou vous allumez la télé pour regarder les autres manifester. Alors que tous là font partie du peuple, comme vous. Ils se battent. Si le pays change, vous êtes conscient que le pays ne va pas bien. Si le pays change, vous tous, vous allez profiter. Au lieu d'assister, non. Oh, moi je ne participe pas. Je suis apolitique. Vous avez donc compris qu'il n'y a pas d'apolitique. Vous avez compris. Parce que vos boutiques vous ont rappelé qu'il n'y a pas d'apolitique. Vous savez, l'argument qu'on utilise en disant que c'est le pouvoir qui infiltre les manifestations pour casser, pour ensuite accuser les manifestants, nanani, nanana, ça se passe comme ça partout. On n'a pas besoin de parler de ça. Donc, quand vous engagez les manifestations, vous savez déjà que c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que tout le monde doit casser. Parce que si vous ne cassez pas, ce sont les infiltrés là qui vont casser, on va vous accuser pour rien. C'est mieux qu'on vous accuse une fois. Et c'est quand vous montrez votre détermination à travers la destruction des biens qu'on vous prend au sérieux. C'est comme ça qu'un peuple qui n'a pas d'armes à feu s'exprime. Vous pensez qu'un peuple qui n'a pas d'armes à feu s'exprime comment? Vous êtes en bon voyage au Cameroun. Ah, on a cassé ma boutique. Ah, on a brûlé ma voiture. Vraiment, on m'empêche d'aller chercher l'argent pour nourrir mes enfants. Tu es un survivant dans ton propre pays et tu as accepté ton sort, on va te délivrer.
On va te délivrer de ce mauvais esprit de survivant là. Ah, vraiment? Vraiment? Je ne sais pas. Moi, je suis apolitique. Hein. Moi, je suis ceci. Écoutez-moi. Et écoutez-moi très bien. Chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Si vous voulez des bons dirigeants, vous aurez des bons dirigeants. Si vous voulez des mauvais dirigeants, vous aurez des mauvais dirigeants. De toutes les façons, chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Et rien ne s'obtient sans se battre. Rien ne s'obtient sans la bagarre. Même pour manger, vous êtes tous d'accord que même pour manger, il faut aller charbonner, non? Alors, et si vous voulez une bonne gouvernance dans votre pays après une dictature, vous avez l'impression que vous allez vous asseoir, croiser les bras et la bonne gouvernance va venir? Vous connaissez le risque que vous courez avec ce comportement? C'est que votre prochain dirigeant fasse pareil, et même pire que le précédent, parce qu'il sait qu'il a un peuple amorphe. Un jour, je causais avec quelqu'un, il me dit, gars, s'il y a un peuple très facile à gouverner dans ce monde, c'est le peuple camerounais. Il lui dit, mais mon frère, comment tu peux aussi dire les choses comme ça? Tu nous insultes là. Il dit, oui, moi je suis sérieux. Avec le Camerounais, je les laisse boire à tue-tête. Ils boivent, ils rentrent à l'heure qu'ils veulent, et puis ça va. Ils vont rien faire d'autre. Quand je vois que la colère veut déjà un peu monter là, je signe un décret pour limiter le prix des billets. Il dit que désormais le prix de la bière ne va pas dépasser 500. Donc tous ceux qui vendaient à 800 là vont diminuer à 500. Ils seront contents. Je vous assure, j'étais tellement gêné. Quand je suis rentré chez moi, je dis à ma femme que j'ai un ami là qui... Il m'a parlé du Cameroun Ninja. Et ça m'a fait de la peine. Parce que voilà comment on voit mon peuple camerounais, un peuple amorphe. On n'a jamais vu dans un pays où les populations sont en train de revendiquer une victoire claire. Vous avez d'autres idiots, d'autres individus qui décident de les pourchasser pour les arrêter et les livrer à la police. Ce sont eux les ennemis de la nation. Quand le ministre qui a détourné l'argent qui devait servir à construire les routes de son quartier passe, les gars se couchent. Ah, son excellence, monsieur le ministre, il n'y a même pas 1000 francs là. Gars, le ministre vient de détourner 50 milliards qui devaient aider, qui devaient servir à construire la route dans ton quartier, mais tu as la boue partout, tu dors dans la boue. Quand tu dors, s'il pleut, ça inonde ta maison. Tout ça parce que le ministre n'a pas fait son travail. Mais le même ministre passe. Tu te couches. Ah, excellence, monsieur le ministre, est-ce qu'on ne peut pas avoir 500? Le ministre te donne même 10 000 que bon, mon petit, prends ça, tu peux manger, tu bois 2 bières. Oh, le ministre est bon, le ministre est bon. Le ministre a détourné plus de 50 milliards qui devaient aider à construire ton quartier. Non, là, ce n'est pas un voleur. Maintenant, quelqu'un qui revendique, qui dénonce le vol de ce ministre-là, qui revendique et qui estime que le pays doit être bien dirigé pour que vous ayez des routes. À ce moment-là, maintenant, tu dis à la personne que c'est un bandit, tu l'arrêtes pour le livrer au ministre là. Tu dis que non, voici les gens qui dérangent, ils vont vous empêcher de voler. Pardon, monsieur le ministre, continue de voler là-bas. Comme ça, là, quand tu passes et que je te vois, tu me donnes même 10 000, je bois mes 2 bières et puis je n'ai pas dormi dans ma maison en carabote pleine de boue. Quand il pleut, l'inondation, mes enfants sont en danger. Mais c'est rien, je suivis. Vous avez des individus comme ça. Et les gars ne se disent même pas que il peut y avoir des représailles. Ils sont tellement cons que on va finir de les utiliser comme ça. Hein. Parce que ça, ce sont les milices. Ça, c'est ce qu'on appelle alors des milices. Des milices qui sont là, constituées pour faire un sale boulot à la place des barons. Ce sont des milices. C'est donc ça qu'on appelle les milices. Ils vont finir, on va les amener au bar. Ils vont boire 2 bières. Le lendemain, la réalité va les rattraper.
Parce que quand les gars vont vous cibler un à un, vous n'allez pas vous plaindre que vous n'avez rien fait. Non. Les gens qui manifestent pour une cause nationale sont des héros nationaux. Mais vous avez arrêté des héros nationaux pour les livrer à leur bourreau. Et vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça? Non, vous n'allez pas vous en sortir. C'est-à-dire, dans aucun pays, les collabos ne s'en sortent. Dans aucun pays. Dans aucun pays. Si c'était par exemple aux États-Unis, c'est que vous n'auriez même pas passé la nuit. C'est-à-dire que tu es en train de nanger chez toi, là, tu entends seulement que les gars viennent vider 3 ou 4 chargeurs chez toi. Pan, on vole avec toi, tous ceux qui sont dans la maison avec toi. À cause du geste que tu as posé. Mais tôt ou tard, vous allez répondre. Parce que le régime Biya va tomber. Et quand le régime Biya va tomber, j'aimerais bien être là pour voir comment est-ce que vous allez vous regarder dans un miroir. C'est hallucinant. Tous ces militaires zélés là, on vous envoie aller mater les populations, vous en êtes fiers. Ah, passe là-bas. Tu as dit que tu veux marcher, non? Marche alors, on voit. Il y a des groupes terroristes au nord. Les populations ont besoin de vous là-bas pour sécuriser le nord du pays. Il n'y a rien au sud. Au nord du pays, là-bas, il y a des problèmes graves. Boko Haram est en train de faire du sale. Vous avez tout ce matériel dont vous parlez. Vous avez le matériel militaire que vous avez sorti contre les manifestants. Même pas 2 jours de manifestation. Hein. Il a suffi d'un jour de manifestation. Le lendemain, vous sortez tout genre de matériel militaire contre la population. Mais quand Boko Haram fait ses incursions au nord, là-bas, vous n'êtes pas là. Il y a l'autre qui vient parler aux populations. Moi, j'ai fait tous les fronts. J'ai fait Boko Haram. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Donc, quand un militaire va venir parler d'avoir fait le front, toi aussi, tu vas venir parler que tu as fait le front. Et on te déploie dans la ville pour traquer les populations civiles. Tu viens là, jusqu'à tu parles. Tu parles fort. Tu parles aux gens. Et tu dis, je suis militaire. Je suis militaire. Je suis militaire, feu moine. Depuis que je suis dans ce pays, au Royaume-Uni, depuis que je suis ici au Royaume-Uni, je n'ai jamais vu un militaire. Ici où je me trouve, il y a souvent des manifestations. Hein. Et à chaque manifestation qu'il y a ici, les gars détruisent les voitures de la police. Ils détruisent les bâtiments de la police avec les cocktails Molotov. Ça, ils sont les champions du cocktail Molotov ici. Quand il y a manifestation ici, c'est grave. J'ai dit c'est grave. Pour un rien comme ça, tu entends seulement manifestation, la police partout. Les gars bagarrent avec la police. Ils lancent les cocktails Molotov même sur les boucliers des policiers là. Jamais on a déployé l'armée. Les gars peuvent bagarrer une manifestation et ils commencent sur leur manifestation ici là le vendredi. De vendredi à dimanche, quand il y a manifestation ici, on vous dit seulement que non, restez à la maison parce qu'ici les gars sont extrêmement violents. Il dit c'est la vraie bagarre. Tu vois comment les gars bagarrent. Vous avez vu les manifestations des gilets jaunes en France avec les policiers. Il dit c'était la bagarre. Les gars bagarrent. Tous les coups sont permis. Quand il y a manifestation ici, là, il y a au moins 50 véhicules de la police qui sont détruits. Les commissariats ici, c'est comme les prisons de haute sécurité. On a mis des murs et des fils barbelés pour empêcher les manifestants de détruire le commissariat. Mais jamais on n'a envoyé les militaires contre les manifestants. Je vous dis, les manifestants qui fabriquent les cocktails Molotov, ils balancent ça sur la police tout le temps. À aucun moment on a envoyé les militaires. On envoie la police anti-émeute et on envoie les ambulances. Écoutez bien ce que je dis. Hein. On envoie la police anti-émeute. Et à côté, on envoie les ambulances dans la zone où il y a la manifestation. D'ailleurs, la police bagarre avec les manifestants. Quand un manifestant est blessé, l'ambulancier peut porter le manifestant sur la civière. Ambulance, Quand un policier est blessé,
Le policier part, l'ambulancier part porter le policier, pas civette, ambulance, allez, hôpital. Le cas qu'on peut traiter sur place, on traite sur place. Quand la manifestation, si la manifestation fait 2 jours, on relaie seulement les policiers, on relaie les ambulanciers. Et 2 jours là, ils vont manifester, casser la nuit, casser, brûler, casser. Mais la police les contient dans un endroit. Donc ils ne peuvent pas aller dans les quartiers, tout. Ils sont là-bas au centre-ville. La police les contient. Ils vont tout détruire. Et puis 2-3 jours, tout est reconstruit. Tu passes, on a refait le bâtiment, on a refait la peinture, on a refait ceci, tout est reconstruit. Les voitures de police brûlées, détruites, tout ça, on a dégagé, on a tout, on a remplacé. À aucun moment, tu ne vas voir un militaire dans la rue. À aucun moment, tu vas voir un militaire. En France, les gilets jaunes ont manifesté pendant combien de temps? Et j'ai vécu la manifestation des gilets jaunes à Paris. J'ai vécu. C'était de la magie. Je n'avais jamais vu ce genre de magie. Les manifestants étaient engagés. Ils étaient obligés de renforcer la police avec la gendarmerie anti-émeute. C'était grave. Quand ils ont fini de manifester, ils sont rentrés à la maison. Mais à aucun moment, on a déployé les militaires. Aucun moment. À cause des menaces terreau. Là, en France, là, quand tu passes dans les grandes gares, les aéroports, il y a des patrouilles militaires. Tu vois 2 ou 3 militaires armés qui patrouillent dans les grandes gares, dans les aéroports, parfois dans certaines stations de métro. Ils sont là, ils patrouillent. Surtout les grandes gares, les aéroports. Les militaires là, parce qu'il y a trop de menaces terreau. Ce n'est que dans ces endroits-là, si tu veux voir les militaires, que tu vas aller, tu vas regarder, peut-être tu vas attendre 2-3 minutes, ils vont passer là comme ça, là, pour passer, ils continuent. C'est tout. Il y a les manifestations, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Ils sont là parce qu'il y a des menaces terroristes. C'est tout. Ils ne se mêlent pas. Tu ne vas jamais voir un général d'armée en France prendre la parole pour parler parce qu'il y a des manifestations politiques. Jamais. Tu ne vas voir un militaire intervenir dans les endroits, dans les affaires politiques. Jamais, au grand jamais. Ils sont toujours là. Ils gèrent leur problème, c'est les forces de défense et de sécurité. Donc les gars gèrent la défense du territoire. Ils assurent la sécurité du territoire contre les dangers venus de l'extérieur. Parce que le citoyen ne saurait être un danger pour son pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, ayant constaté tout ceci, que les militaires, en grande majorité, là, ces militaires zélés là, ont décidé de mater les populations. On a donc demandé aux populations de rester à la maison. Et vous allez remarquer que dans plusieurs localités du pays, les gars observent les villes mortes. Et c'est bien. 3 jours de ville morte d'abord. Ensuite, on va recommencer. Vous avez dit qu'on va venir nous arrêter, on va nous faire ceci, on va nous déporter. Ça fait combien d'années? Depuis 2016 que vous ne faites que dire que je n'ai pas de papier, on va me déporter, on va m'arrêter, on va faire des plaintes, on va faire ceci. Il y a un représentant de l'État camerounais qui a été souillé par le juge, ici là en France. Quand nous étions là-bas, ils sont partis porter plainte que oh, on a cassé l'ambassade, oh, on a chassé le président Biya, on est parti poursuivre le président Biya, oh, oh. Le juge leur a demandé que, mais est-ce que vous êtes au courant que nous sommes en France? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a la liberté d'expression ici? Vous traduisez des gens ici à cause d'une manifestation politique. Il a été souillé, comme je vous dis là par le juge, souillé. Dès que le juge a seulement vu, puisque le dossier était arrivé devant lui, parce qu'eux, ils font des citations directes. Donc, quand le dossier est arrivé devant le juge a convoqué, il nous a convoqué. Il a posé la question au monsieur. Mais c'est quoi? On lui a donné la parole. Et c'est toujours les mêmes. Hein.
Si ce n'est pas Tangana, c'est Ondoa, c'est pas Ondoa, c'est Zoa. Si c'est pas Zoa, c'est Abba. Si c'est pas Abba, c'est toujours les mêmes. Je ne sais pas s'ils font exprès ou alors ils n'arrivent plus à se cacher. C'est toujours les mêmes. Et Fouda, Omba, Atangana, mais toujours Evina. Les mêmes. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas sérieusement. C'est quoi? Vous voulez jeter l'opprobre sur une communauté au Cameroun? La communauté Betty ne vous a rien fait. C'est vous qui mangez, ce n'est pas la communauté Betty qui mange. Mais à chaque fois, quand il y a un problème, ils veulent toujours mettre un Betty en avant. Pour que le Cameroun se retourne contre les Betty. Et comme ça, ils vont utiliser la communauté Betty comme bouclier humain ou bien chair à canon. Mais ce n'est pas possible. Vous allez voir Elekam, l'avocat d'Elekam à Tangana. Tous ceux qui font le sale boulot au Cameroun, les militaires que vous avez vus là, vous allez voir toujours les militaires là, en majorité ceux qui tirent, tous les militaires qui ont ouvert le feu là, qui ont été filmés, apparemment tous ont des noms à connotation Betty. Le président du Conseil constitutionnel qui est là pour faire le sale boulot, Betty. Ce n'est pas sérieux, vous ne pouvez pas exposer une communauté comme ça. Et les Camerounais qui ne réfléchissent pas, qui sont seulement énervés, auront un mauvais ressenti contre la communauté Betty, qui pourtant souffre le martyre. Vous voyez en période électorale des ministres qui s'en vont rencontrer les jeunes des communautés Betty pour dire à ces jeunes que vraiment le pouvoir nous appartient. Il ne faut pas que les gens là prennent le pouvoir, sinon ils vont nous faire du mal parce qu'ils nous en veulent, parce que c'est nous qui avons le pouvoir, donc ils sont jaloux. Hein. Les jeunes là, ils ont fait des vidéos ici pour dire qu'arrêtez de nous manipuler. Arrêtez de nous manipuler. Jusqu'à Paris, la personne qui vient représenter l'État du Cameroun, que au machin truc patati patata au tribunal, c'est un Betty. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas sérieux. Vous donnez l'impression que oui, ce sont les Betty qui font tout ce qu'on fait au Cameroun. Non, c'est pas les Betty. Le gouverneur de l'extrême nord là qui a participé à la fraude électorale, il est Betty. Non. Ketia Kouté, c'est Betty. Non. Laurent Messo, il est Betty. Non. Nganou Djoumessi est Betty. Non. John Guité est Betty. Non plus. Atangan dit l'homme le plus détesté des Camerounais, il est Betty. Non. Ce n'est pas une affaire de communauté. Jean de Dieu Momo, voilà. Ce n'est pas une affaire de communauté. C'est un clan. C'est un clan. Et vous n'allez pas instrumentaliser les communautés. Quand il y a un petit truc où il faut faire le sale boulot, vous mettez un Betty devant. C'est pourquoi? Pour que les gens commencent à dire les Betty détruisent le Cameroun, les Betty détruisent le Cameroun, et les Camerounais commencent à détester les Betty pour rien. Quand vous regardez Yaoundé, vous regardez le centre, vous regardez le sud, les Camerounais ont voté pour Issa Tirouma au centre. Yaoundé représente au moins 70% de l'électorat du centre. Et les Camerounais ont voté en faveur de Issa Tirouma. Dans tout Yaoundé. Juste de Yaoundé 1er à Yaoundé 6. Même à Etoudi, Paul lui a perdu. Ils sont partis tripatouiller les chiffres. Saint-Éloi Bidon vous a dit qu'il a vécu l'élection dans les bureaux de vote de Yaoundé 6e. Il a vu que Issa Tirouma a battu Biya avec un score soviétique. Mais il est très surpris de voir que la Commission générale de recensement de vote donne Biya vainqueur à Yaoundé 6e. Il a dit ça sur un plateau télé, il a dit c'est faux, c'est pas, ça ne peut pas, ce n'est pas normal qu'on falsifie à ce niveau. Mais vous allez voir les résultats de l'ECAM, lus par le Conseil constitutionnel. On vous dit que le centre et le sud ont voté largement en faveur de Paul Biya. C'est pour vous dire quoi? Que le vote est tribal. Parce que les Bruno Bidjan ont commencé à vous expliquer qu'au centre, ce ne sont que les Betty qui votent au centre. Alors que quand vous regardez bien Yaoundé qui constitue au moins 70% à 80% de l'électorat du centre, je répète encore, ce sont toutes les communautés camerounaises qui vivent là, à Yaoundé, dans Yaoundé.
Dans Yaoundé, c'est toutes les communautés camerounaises qui vivent. Et s'il y a beaucoup d'inscrits à Yaoundé, c'est bien parce que presque tout le Cameroun se retrouve à Yaoundé aujourd'hui. Donc, il n'y a pas que les bêtis à Yaoundé. On dit qu'au centre, il y a 1 300 400 000 inscrits sur les listes électorales. Bruno Bidian vient vous dire que vous voyez, nous avons décidé de soutenir notre patriarche. Donc, il n'y a que les bêtis au centre. Dans le centre, il n'y a que les bêtis. Vous voyez comment ces gens manipulent les communautés. Et à chaque fois, à chaque élection présidentielle, ils font tout pour donner la victoire à Paul Biya dans le centre et dans le sud. Selon leurs chiffres, depuis que Biya est au pouvoir, il n'a jamais perdu une élection au sud. Il n'a jamais perdu une élection au centre, selon leurs chiffres. Pourquoi toujours le centre, le sud et l'est? Ces trois régions-là. Vous allez toujours voir que non, centre, sud, est. Non, Paul Biya a gagné. Centre, sud, est. Non, Paul Biya a gagné. Ça n'attire pas l'attention des gens. C'est un jeu très dangereux auquel ils sont en train de jouer là. Et en fait, c'est toujours comme ça en Afrique. Hein. Les pouvoirs dictatoriaux qui se maintiennent au pouvoir utilisent toujours la fibre ethnique pour diviser les gens, diviser le peuple. Pendant que vous êtes en train de vous batailler, j'ai déjà fait tellement de vidéos sur ce sujet que je ne sais plus comment je vais parler. Diviser, diviser, il fait croire à ces gens que non, écoutez, nous sommes frères, je suis votre père, je suis votre patriarche, je suis votre homme-loi, je suis votre chef, vous devez me défendre quoi qu'il arrive. Mais le quotidien de ces jeunes-là, ressemble à quoi? Le quotidien des gens du sud de Cameroun ressemble à quoi? Allez vous-même voir Ebolova, Samelima, Djoum, Meyome Sala, machin, Vomeka, même qui est son village, même, Vomeka. Allez voir comment les gens vivent là-bas. On pourra dire ce qu'on veut, mais le Cameroun est au-dessus de nous. C'est d'ailleurs pour ça que je vais une fois de plus féliciter Nouran Foster pour son boycott. Oui, elle a boycotté l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est bien. Il faut faire plus. Et moi, je te conseillerais de quitter derrière Kouagne, parce que Kouagne, c'est le plus gros roublard politique que le Cameroun n'ait jamais connu. Kouagne, c'est l'enfant d'Atangandi. C'est Atangandi qui forme Kouagne, qui le fait entrer dans l'opposition pour détruire l'opposition. Et je vous avais dit que Kouagne sera le premier à reconnaître la victoire de Biya. Je vous avais dit. Ne vous avais-je pas dit? Répondez ici en commentaire. Je vous avais dit que Kouagne ne veut pas entendre parler de coalition parce que ce n'est pas son rôle. Kouagne ne peut jamais être en faveur d'une coalition. Le rôle de Kouagne, c'est toujours de reconnaître la victoire de Biya. Et je vous avais bien dit que Kouagne, là, que vous voyez là, sera toujours classé 3e. Dans un pays où les opposants disent qu'ils se battent pour le changement, à peine on publie les résultats qui sont mitigés et contestés. Quelqu'un qui vous dit qu'il était opposant est le premier à faire une lettre de félicitation, alors que lui-même, il vous dit qu'il a plus de 20 000 PV. Il dit qu'il a plus de 20 000 PV, c'est 24 000 PV, un truc comme ça. Là. Et donc, il peut très bien publier les PV là pour dire si oui ou non, il m'a donné les bons chiffres. Comme en 2018, c'était exactement... C'est-à-dire c'est le même schéma, mais on ne peut pas faire la même chose chaque fois et dire que c'est le hasard. En 2018, Kouagne aussi disait toujours qu'il a les PV. Et il a toujours ses 21 000 ou ses 24 000 PV, le même chiffre. Et jamais Kouagne n'a dit qui a gagné dans ces PV. Bon, est-ce que vous trouvez que c'est normal que notre pays traverse la crise qu'elle est en train de traverser actuellement? L'opposant qui est donné 3e dit qu'il a plus de 20 000 PV. Ils ont fait un travail, une réunion pour, n'est-ce pas, compiler tous les chiffres des PV là. Donc, Kouagne connaît les chiffres qui sont issus de ces 20 000 PV qu'il a entre ses mains. Mais il n'a pas publié les chiffres là. Il a vite fait de reconnaître la victoire de Paul Biya. Il dit que, bon, de toutes les façons, malgré la fraude, Paul Biya est reconnu vainqueur par le Conseil constitutionnel. Donc, je prends acte, vraiment, je félicite le gagnant, mais il faut revoir, nanani, nanana. Mais Kouagne,
Tu as annoncé, personne ne t'a demandé, tu as annoncé que tu as plus de 20 000 PV. Donne les chiffres qu'il y a sur les 20 000 PV là. Il ne le fera pas parce qu'il n'est pas un opposant. C'est pour ça que vous voyez, et je salue l'élégance. Hein. Sinon, avec les gens comme Kouagne, il ne faut pas être élégant. Mais je salue quand même l'élégance du mari de Nouran Foster, qui a démissionné du parti de Kouagne. Et j'aimerais lui dire que, mon gars, tu ne peux pas démissionner d'une saleté comme ça et tu laisses ta femme dedans. En tant qu'un homme, tu dois imposer à ta femme de démissionner de là. Si tu as démissionné, c'est parce que tu as vu l'esbrouf. Donc tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Maintenant, ta femme qui commence à se ranger déjà du côté du peuple refuse de démissionner. Pourquoi? La mère démissionne du PCRN. Tu seras toujours député. Ton mandat de député finit en 2026. Donc tu peux très bien aller militer dans un autre parti politique pour être réélu si tu veux. Peut-être tu seras réélu. Mais si tu démissionnes, ça va passer un message très fort. Voilà les gens de Kouagne qui sont aujourd'hui en train de t'insulter, te mépriser, alors que c'est toi qui les recevais chez toi tous les jours. Tu leur donnais à manger, tu as financé le parti politique PCR. Et nous tous, on a vu comment tu as battu campagne ici en 2018. Tu as financé ce parti avec ton mari. C'est vrai que c'était pour tes intérêts et tout, mais tu l'as fait. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas t'insulter, te manquer de respect parce que tu as décidé de respecter la mémoire des Camerounais qui sont tombés. Ce parti politique n'est pas un parti politique d'opposition. Et plus tu restes dedans, plus ton image sera salie et ternie. Et si tu m'écoutes d'ailleurs, je sais que tu m'écoutes toujours, Nouran Foster, démissionne du PCRN. S'il te plaît, démissionne. Tu as quand même l'expérience dans les affaires, donc ça veut dire que tu peux être une bonne politicienne. Démissionne du PCRN. Ce n'est pas un parti politique pour toi là-bas. Voilà. Donc les Camerounais, méfiez-vous. Nous là, on connaît. Nous, on connaît les politiciens au Cameroun. On connaît le contexte politique du Cameroun. On connaît qui est qui dans ce pays-là. Donc, Kouagne que vous voyez là, je vous avais dit que Kouagne ne vaut pas 1 milliard. En fait, 1 milliard a été débloqué. Ou alors ont été débloqués 1 milliard, c'est quand même beaucoup. 1 milliard ont été débloqués. Les 1 milliard qui ont été débloqués là, ont été divisés en deux par Ferdinand Ngongo. Donc 500 millions est sorti. 500 millions sont sortis, excusez-moi. Ensuite, c'est arrivé entre les mains d'Atangandi, là aussi divisé en deux. Pour donner maintenant une partie à Kouagne. Et on a demandé à Kouagne de signer qu'il a pris 1 milliard. Tout comme Joshua Oshi. Joshua Oshi aussi a été corrompu pour reconnaître la victoire de Paul Biya. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Je conseillerais à Nouran Foster, comme elle aime parler de jeunesse, de rejoindre Hiram Iodi Samuel. Hiram Iodi Samuel, c'est quelqu'un qui a démontré qu'il voulait réellement faire quelque chose du Cameroun. Nous l'avons un peu taquiné ici au début. On savait tous qu'il n'allait pas faire un chiffre, on le savait. C'est pas se lever comme ça un matin, tout ça là. Même s'il a travaillé pendant combien de temps, ou il a travaillé Maurice Kamto en 2018, non. Pour le moment, il ne pouvait pas. Il n'a pas l'expérience nécessaire. Même les Camerounais ne pouvaient pas voter pour lui. Nous sommes à un moment critique. Le Cameroun actuellement, c'est pas une affaire que démocratie, quoi. Non. On n'est pas dans un film. Donc, on savait qu'il ne peut rien faire. Mais quand même, sa posture après l'élection est une posture louable. Et moi, je vous le dis, ce gars a de l'avenir. Si moi-même, je ne voulais pas être candidat, parce que je vous ai dit, à la prochaine élection présidentielle, je serai candidat. Donc ceux qui me disent viens au Cameroun, viens au Cameroun, viens au Cameroun, je serai au Cameroun, ne vous dérangez pas. J'ai déjà annoncé à 3 reprises. Et ceux qui me suivent ici depuis des années savent que je ne parle jamais pour rien. Et donc, je conseillerais à Nouran Foster de rejoindre Hiram Iodi. Je l'aurais conseillé de me rejoindre, sauf que mon équipe est complète. J'ai une équipe complète, solide, et des personnes fiables et louables, qui travaillent d'arrache-pied. Et quand je vais prendre maintenant la posture du candidat que je serai, vous allez voir un autre Max Senior.
Ne vous dérangez pas. Vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je peux être très sérieux. Et au niveau de l'honnêteté, je suis un homme honnête et je m'en vante. Parce qu'il faut de l'honnêteté politique dans notre pays. Et donc, je conseillerais vivement à Nouran Foster, je le répète encore, je sais que tu vas m'écouter, je sais que tu me suis, donc tu vas m'écouter. Rejoins Hiram Iodi Samuel. Créez un parti politique. Faites votre petit bout de chemin. Ça va quand même donner un peu d'ambiance dans le champ politique camerounais parce que nous allons chasser Paul Biya. Et on va assainir le champ politique camerounais. Et on va veiller à ce que les partis politiques camerounais soient vraiment limités au Cameroun. On aura au trop 5 ou 6 partis politiques, pas plus. Au trop 5 ou 6 partis politiques. On ne veut pas plus. On va travailler, on va tout faire, proposer ça au nouveau chef de l'État. Il faut que cette loi soit adoptée parce que 300 partis politiques, 400 partis politiques dans un pays, c'est quoi? C'est le commerce. Donc, il faudra au moins 7 ou 5 partis politiques. Chiffre impair, c'est très important. Et comme ça, la bataille politique sera réellement une bataille politique. Et non une bataille de positionnement où des gens comme les Célestins, Djamène et consorts. L'avenir du Cameroun sera radieuse. Hein. Il faut juste un petit effort encore du peuple camerounais. Et c'est pour ça que je veux passer ce dernier message avant de couper le live. Ne baissez pas les bras. Nous ne baisserons pas les bras, nous, de notre côté. Ne baissez pas les bras là-bas au pays. Ne baissez pas les bras. Ce qui est sûr, on va renverser ce régime. Il faut encore un peu d'effort. Donc prenez des forces pendant ces 3 jours de ville morte. Et on va recommencer. Ne vous dérangez pas. Bonjour Eliane, j'espère que tu vas bien. Ne vous dérangez pas. On va renverser Paul Biya. Mais ME, si je ne fais pas le live comme ça, là, toi, tu vas commenter comment? Tu es un parasite, tu es incapable d'exister de toi-même. Ou alors, si c'est une femme, tu es une parasite, incapable d'exister de toi-même. Tu es obligé de venir t'accrocher dans des endroits comme ça pour essayer d'exister, pour te faire voir. Si je ne fais pas alors de caméra, de vidéo devant ma caméra, comme tu dis, toi, tu vas venir faire le commentaire comment? Puisque tu es incapable d'exister par toi-même. Donc, pose-toi des questions de savoir qu'est-ce que tu fais ici. Et tu vas comprendre que tu as un problème. Nadine, toute chose sur cette planète a toujours commencé par un rêve. Et il faut être saugrenu pour croire qu'on se lève juste un matin, on fait comme ça. Non, il faut d'abord rêver. Toute chose commence par un rêve. Donc, il faut d'abord rêver. Et ensuite, tu vas matérialiser. Je ne vous en veux pas. Hein. C'est juste que vous êtes idiots. Donc, moi, je ne vous en veux pas. C'est normal, c'est votre nature. Les parasites n'ont pas vocation à réfléchir. Ils détruisent seulement. Ou ils essayent. C'est pour ça que pour ma part, on doit éradiquer les parasites. C'est tout. On doit éradiquer les parasites pour ma part. Parce que vous êtes nocifs. Donc personne ne vous en veut. Déjà, vous n'existez pas parce que vous ne vous assumez pas. Même les profils, vous ne vous assumez pas. Vous-même, vous ne vous assumez pas. Mais ce n'est pas possible. On est en train de parler ici de Paul Biya qui dirige le Cameroun depuis 43 ans. Vous allez voir des écervelés qui fabriquent des faux profils sur Internet venir insulter. En quoi est-ce que ça vous concerne ce qu'on dit ici? Ça concerne les êtres humains, ça ne concerne pas les parasites. Je vous le répète ici chaque fois. Il faut avoir un cerveau normalement constitué pour me suivre. Sinon, tout ce que je vais dire ici, ce sera le charabia pour vous si vous n'avez pas de cerveau. Merci beaucoup, Flocam. Nettoie ma mère. Nettoie seulement. Je vois depuis là que tu fais un très bon travail. Il y a ma belle là qui m'a écrit là tout à l'heure là. Encore, Eliane, je n'ai pas vu ton... Ah, ok, super bien, super. Oh, je vais t'appeler tout à l'heure, Eliane. Je vais t'appeler tout à l'heure, ok? J'ai fini le live ici là et puis je lance ton appel. C'est ça la reine mère. Le port du cerveau est obligatoire ici. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs,
Je ne sais plus ce que je vais dire ou ajouter. Je voulais pousser également un coup de gueule ici, n'est-ce pas, et vous dire que vous ne vous battez pas pour Issa Chiroma. Vous ne vous battez pas pour Issa Chiroma. Et vous avez encore l'occasion aujourd'hui de renverser le régime Biya. Parce que je puis vous dire, des mesures seront prises contre ce régime. Ne vous dérangez pas. Quand vous regardez la détermination de Issa Chiroma, posez-vous des questions. Dans les dernières communications de Issa Chiroma, il a mentionné à plusieurs reprises quelque chose qui devrait vous interpeller. Une fraction de l'armée qui lui est loyale. À chaque fois, il dit que l'armée, la fraction de l'armée loyaliste qui le protège actuellement, qui lui a permis d'éviter tous les pièges tendus. Parce que remarquez, il est toujours en liberté et il travaille, il poste des photos, il est en train de travailler. Comment il a fait? Dans ce pays que vous connaissez là, que même les vendeurs de beignets sont les agents de renseignement. Comment il a fait? Quand vous voyez la détermination aussi des jeunes qui ont encerclé le quartier. Vous avez vu pour entrer dans le quartier où il y a la maison de Issa Chiroma, vous avez vu? Mon ami, tu n'entres pas là-bas. Donc, il a déjoué tous les plans de ces gens. Et le régime de Yaoundé aujourd'hui a compris qu'il y a un malaise. Ils ont fait une réunion de sécurité récemment chez le Premier ministre pour voir machin, truc, patati patata. C'est chaud. Chiroma, vous ne faites que vous parler petit là. Et il a dit aux gens là que je vous connais. Mais vous ne me connaissez pas. Je sais que vous ne connaissez pas ce qu'est un Chiroma. Si vous voulez connaître ce qu'est un Chiroma, venez. Allez l'arrêter. Vous avez essayé hier soir. Vous avez reçu une cuisante défaite. Que le régime Biya vous donne le bilan d'hier soir. Parce que ce n'est plus une affaire que c'est le jeu. Ce n'est plus le jeu. Si le peuple camerounais ne se mobilise pas, parce que Thierry m'a encore dit qu'il y aura d'autres manifestations, préparez-vous à manifester et cette fois-ci, à manifester non-stop. Parce que si vous restez à la maison, vous vous asseyez en disant que mon frère, on a manifesté vraiment, mais l'inévitable va arriver et vous serez toujours les victimes. J'ai parlé ma part. Il faut savoir lire entre les lignes. Il faut savoir lire entre les lignes. Et si ce que je lis là est vrai, les gars, de toutes les façons, j'ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vis un événement heureux, hein, les gars. En même temps, je n'ai pas annoncé parce que nous sommes en deuil au Cameroun, comme d'habitude. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne fais pas trop de direct là actuellement sur TikTok. Parce que, voilà, je suis un père de famille et tout ça. Mais de temps en temps, on est là, on travaille, on file un peu des petites informations et des petites astuces aux gars et tout. Et puis de toutes les façons, sachez que rien n'est éternel. Restez concentrés, restons concentrés. Mais soyez sûrs d'une chose, le régime Biya va tomber. Le régime Biya vit ses derniers instants. Voilà. Ouais, la mère Flo comme toi aussi. Le régime Biya vit ses derniers instants. Dis donc, arrête de péter plus haut que ton cul, Maë. Dis donc, dégage. Tu fais partie du régime Biya. Toi, tu es Paul Biya. Tu connais, tu as déjà vu Paul Biya dans ta vie. On est en train de parler du régime Biya. Tu viens dire, on verra. Toi qui? On verra. Vous aimez souvent péter plus haut que votre cul. Tu fais partie du régime Biya. Tu es ministre. Tu es quoi dans la sauce? Tu sors d'où? On parle à Paul Biya ici, on parle... mais je ne sais pas, nous sommes dans une bataille. L'adversaire est connu. Quand ils font leur truc, ils mettent ma photo. Ils citent mon nom. Un certain Tchassem Kayo, alias Max Senior, nanani, nanana. Ils font passer ça dans leurs médias, dans leurs journaux, là-bas, tout. Ils nous suivent. Toi qui?
maintenant. Ouais, les Camerounais. Ouais, que Seigneur. Je m'adresse à Bia et à sa clique. C'est tout. Je n'ai pas autre chose à faire avec un autre Camerounais. Voilà. Merci beaucoup les gars d'avoir été aussi nombreux et bravo à tous ceux qui ont observé les villes mortes. Demain, ça continue. Après-demain, ça continue. Et après, il y aura une autre phase. Ne vous dérangez pas. Le régime Biya va partir. Mais ça, il faut vraiment donner, il faut de l'effort. Il faut un dernier effort, un dernier souffle pour nous débarrasser de cette dictature définitivement. Ils vont tous partir. Yola Sport, merci beaucoup ma mère. Bon après-midi à vous. Ou alors, passez une bonne soirée à tous. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.